Marceau, le soir. Avec Marceau et Laurence. Hardcore. Marceau, le soir. Radio X. 8h12, vous êtes toujours dans Marceau le soir. Laurence Gagnon qui vous accompagne jusqu'à 22h. Ce soir, en fait, côté météo, là, on a 9 degrés. Il y aura de la pluie pour cette nuit. C'est de la pluie demain également. Je vous épargne la météo pour les prochains jours. Quoique le retour du soleil est prévu pour jeudi. Ce soir, exceptionnellement, je sais, on est mardi. Par contre, il avait un petit empêchement demain et on voulait absolument lui parler parce qu'il est très populaire chez les auditeurs. Puis avec nous également, Christian Page, journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier, l'enquêteur du paranormal qui est au bout du fil. Salut Christian. Salut Laurence, salut Raphaël. Comment ça va? Ça va bien. Et vous? Ben ça va super bien, pas trop dépaysé. Ben, pas dépaysé, mais c'est en fait, vous parliez des beaux cadeaux pour la fête des mères. Si on pouvait lui donner ce week-end un peu de soleil, ce serait déjà un beau cadeau. Tellement d'accord. Ça serait... Écoute, on a comme l'impression qu'on a un peu le moral à plat parce que on a une pensée pour tous les gens qui sont pris avec des inondations. Là, c'est vraiment terrible. Mais en même temps aussi pour les gens en général, faut pas se le cacher, cette mauvaise température affecte un peu le moral. Moi, je le vois là au quotidien avec les gens. On est tous un peu dépressifs. On a hâte du retour du beau temps, autant à Québec qu'à Montréal, là, j'imagine. Ben, tu sais quoi? Ta chronique de ce soir va amener un peu de soleil chez ben des auditeurs, j'ai l'impression. Ben, espérons-le. Hey, t'es de passage bientôt à Québec pour une conférence? Oui, absolument. Je le rappelle aux gens, on en a parlé au cours des 2 dernières semaines. C'est le 27 mai. Ce sera ma première conférence en 2 ou 3 ans à Québec. Donc, le 27 mai prochain à 19h30 à la salle Hydro-Québec. Ça, c'est à l'Université Laval, dans le pavillon Alphonse Desjardins. Et je vais présenter une conférence qui s'appelle OVNI, les dossiers de la NASA. Alors, comme je pense qu'à peu près tous les auditeurs le savent, depuis le début de la conquête de l'espace, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent, que des astronautes dans l'espace auraient observé des ovnis, on aurait vu des vestiges mystérieux sur la Lune. Donc, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent à ce sujet-là. On prétend que la NASA maintiendrait une sorte de conspiration du silence sur tout ça. Alors, qu'en est-il dans la réalité? Alors, j'ai passé plusieurs années à enquêter sur ces trucs. J'ai rencontré plusieurs astronautes qui ont fait partie des programmes Gemini, Mercury et Apollo. Donc, je vais présenter un peu une synthèse de tout ça et essayer de faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est vérifiable et ce qui n'est que de la rumeur. Donc, tout ça, je le rappelle, le 27 mai prochain à l'Université Laval. Tous ceux qui voudraient avoir de l'information supplémentaire sur cette conférence, simplement consulter mon site Internet, le christianpage.ca, et toute l'information se retrouve là-dessus. Hey Christian, tu voulais débuter ta chronique avec les grandes théories du complot. Il y a des scientifiques qui se sont intéressés à ça? Oui, c'est amusant parce que cette semaine, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, cette semaine, j'ai dit, tiens, je viens de mettre un point final à mon livre sur les théories du complot qui devrait paraître cet automne. Et curieusement, là, comme j'avais remis tous les textes à l'éditeur, tout ça, je découvre cette petite étude qui vient d'être faite par des chercheurs de l'Université de Princeton et qui a été publiée dans le Journal of Experimental and Social Psychology. Et ce que les chercheurs de Princeton se sont intéressés, c'est de savoir, est-ce que les gens qui adhèrent aux grandes théories du complot, est-ce que ces gens-là ont un profil particulier, un profil psychologique particulier? Alors, c'est un peu ce qu'a essayé de déterminer ces chercheurs, et en particulier un chercheur du département de psychologie qui s'appelle Alan Common. Et lui, il a décidé donc de faire un test pour voir un peu, essayer d'établir le profil type des gens qui entretiennent ces théories du complot ou qui adhèrent à tout le moins. Alors, ce qu'il a fait, il a mené 2 expériences en prenant une centaine de participants. Et dans la première expérience, il a demandé aux participants d'écrire un incident désagréable qui impliquait un ami proche à eux et de raconter un peu leurs émotions et en particulier les émotions relatives à l'exclusion. Donc, il y a un ami qui a vécu une mauvaise expérience et j'ai senti que j'étais exclu de cette expérience-là parce qu'il m'en a pas parlé, parce que j'étais informé après coup, donc, etc., etc. Donc, il a établi un peu ce premier profil avec cette question et ensuite, dans un deuxième temps, toujours pour ce premier test, il leur a demandé combien de ces
ces gens-là adhéraient aux grandes théories du complot. Donc, que les pharmaceutiques contrôlent les médicaments, qu'ils connaissent le vaccin contre le cancer, mais ne nous disent pas parce que c'est mieux de nous inviter à suivre des traitements coûteux et onéreux, le gouvernement qui nous cache des choses. Donc, on leur a posé un peu cette question-là. Et ce que dans ce premier test, on a pu démontrer, c'est qu'effectivement, les gens qui avaient écrit dans leur première expérience qu'ils se sentaient souvent exclus des expériences d'autrui, ces gens-là étaient aussi ceux qui adhéraient plus facilement aux théories du complot. Comme si le fait d'être exclus les amenait à s'intéresser, à donner un autre sens à leur vie en s'intéressant à ces fameuses théories du complot. Donc ensuite, on a essayé de voir si on pouvait pas contrebalancer ou contre-vérifier ces données. On a donc repris ces gens-là et on leur a demandé d'écrire une sorte de biographie d'eux-mêmes en parlant bien sûr de leur aspect psychologique. Qu'est-ce que vous aimez? Comment vous vous sentez? Avez-vous de la famille? Avez-vous des amis proches, etc. Et en leur disant bien sûr que leur texte serait évalué par des experts dans un cadre essentiellement d'écriture fictive. Ce qu'ils ne savaient pas, bien sûr, c'est que ces travaux-là ont été utilisés par un groupe de chercheurs en sciences sociales. Et ce qu'on a découvert, c'est que les gens qui décrivaient dans leur biographie se sentir également exclus, seuls, solitaires, ces gens-là étaient également des gens qui, dans un deuxième test, ont répondu à des questions de théorie du complot, et c'était des gens qui y adhéraient plus ouvertement. Donc, les chercheurs arrivent à cette conclusion que les gens qui socialement se sentent exclus, qui se sentent un peu mis à part, qui font partie un peu des laissés pour compte, ces gens-là auront tendance à adhérer plus aisément aux théories du complot. Et donc, les gens, techniquement, qui sont, mettons, dans un groupe d'amis qui ont, tu sais, on a tout le temps un ami qui dit « Ah, j'ai pas été invité, j'irai pas là », ces gens-là ont tendance à croire aux théories du complot. Ceux qui s'isolent un peu sur eux-mêmes, donc qui ont de la difficulté à socialiser, ce sont les gens qui vont adhérer plus aisément aux théories du complot. Et là, on se retrouve dans un cercle vicieux parce que les mêmes chercheurs ont constaté que les gens qui adhèrent aux théories du complot, et ça, Laurent, je pourrais longuement t'en parler parce que moi, j'ai côtoyé ces gens-là. À écrire un ouvrage sur les théories du complot, tu comprends bien que j'en ai interrogé beaucoup de ces gens-là. Et ces gens-là deviennent des fanatiques. Il y a des sujets là auxquels on ne peut pratiquement pas toucher. Par exemple, les attentats du 11 septembre 2001. Mais ça, il y a des théories à plus savoir quoi en faire. Voilà. Là. Et ces gens-là, dès qu'on a une opinion contraire à la leur, on devient un ennemi à abattre, littéralement. Ces gens-là vont nous diaboliser. On devient nous-mêmes, parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, on devient un rouage du complot. Et bien sûr, ces gens-là ont des visions tellement fanatiques qu'on comprend que leurs propres amis vont les délaisser. Donc, ces gens-là se retrouvent davantage isolés. Ils le sont au départ, ils ont peu d'amis, socialisent difficilement, et à partir du moment où ils adhèrent à des théories du complot, bien sûr, ils vont être mis de côté par leurs propres amis, parce que, évidemment, tout le monde ne partage pas ces visions extrêmes, et là, ils se trouvent encore plus isolés, et le moyen de trouver du réconfort, c'est à cause des médias sociaux, ils vont se retrouver sur la toile, ils vont échanger avec d'autres théoriciens du complot et ils vont finalement s'isoler de plus en plus en formant une communauté tout à fait hermétique où on s'échange toutes sortes de théories olé-olé sur les grands événements de ce monde, bien sûr, revues et corrigées à la lumière des théories du complot. Mais c'est pratiquement une secte, ces oui, affaires-là. Absolument. Moi, écoute, j'ai essayé de parler à des gens et quand je lui disais, oui, mais là, ces gens-là, le grand problème des théories du complot, en fait, il est double. Le premier, c'est que ces gens-là, on a l'impression que leur discours un peu passe un peu aux côtés de la plaque, ça tombe dans le beurre. Mais je te rappellerai que les théories du complot, parfois, peuvent donner naissance à des dérapages assez malheureux. Et je t'en donne un exemple. En 1909, tu vas me dire c'est loin, mais tu vas comprendre l'impact de ça. En 1909, commence à circuler en Allemagne un petit livre qu'on appelle Les Protocoles des Sages de Sion. Et cet ouvrage-là, les théoriciens du complot de l'époque disaient que c'était un plan ourdi par la juiverie internationale pour contrôler le monde. C'était ça. Les protocoles des sages de Sion, c'est un plan des Juifs pour contrôler le monde.
Aujourd'hui, on sait que ce document-là était un faux. Il avait été écrit par les services secrets russes pour justifier des politiques antisémites qui avaient lieu à ce moment-là en Russie. Mais que cela ne tienne, ce document-là s'est donc retrouvé dans une traduction allemande en 1909, en Allemagne. Les théoriciens du complot l'ont monté en épingle, et parmi les gens les plus zélés qui étaient assoiffés de patriotisme allemand, il y en avait un qui s'appelait Adolf Hitler. Et tu comprends que cette histoire de protocole de Sion, qui est un faux, je te le rappelle, qui est un faux, entretenu par les théoriciens du complot, a pavé la voie au camp de concentration du Troisième Reich. Donc, tu vois que ce n'est pas si anodin que ça. Plus près de nous, par exemple, les théoriciens du complot répètent année après année qu'on ne doit pas faire vacciner nos enfants parce que les vaccins ont un lien avec l'autisme. Oui. Mais c'est absolument faux. Hein? Il y a des études qui ont été menées par l'Agence internationale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, et qui montrent très bien qu'il n'y a aucun lien entre la vaccination et l'autisme, et qui plus est, le document, l'étude sur laquelle se basent les théoriciens du complot est une fraude scientifique, et l'auteur de cette fraude-là a été banni du Collège des médecins en Grande-Bretagne. Il a été accusé de fraude, de malversation, de collusion. Bref, c'est un individu qui a été littéralement mis au rencard. Et pourtant, les théoriciens du complot continuent d'utiliser l'étude de cet individu-là pour justifier le fait qu'on ne doit pas faire vacciner nos enfants. Et ça, c'est tout à fait épouvantable, parce qu'on se retrouve avec des maladies qui étaient pratiquement éradiquées chez les maladies infantiles, et qui se retrouvent finalement à reprendre du poil de la bête parce que des gens vont croire des inepties semblables. Donc ça, c'est le premier danger. Et le deuxième danger dans les théories du complot, tu l'auras compris, c'est que dans la bouche des théoriciens du complot, ce ne sont plus des théories, ce sont des faits. Oui. Alors que rien de tout ça n'a jamais été prouvé. C'est-à-dire que les chemtrails, donc ces vaporisations de gaz dans l'air, le World Trade Center qui se serait écroulé parce qu'on aurait placé de la dynamite à l'intérieur, c'est même pas des avions qui auraient frappé les tours. Mais ils sont sortis. Oui, c'est des hologrammes ou des avions téléguidés. On n'a jamais été sur la Lune. Tous ces trucs-là, bien sûr, n'ont jamais été prouvés. Ce sont des sortes de visions de l'esprit. On y adhère ou non, mais rien de tout ça n'a jamais été prouvé. Mais pour eux, ce n'est plus des théories du complot. Ce sont des complots basés sur des faits. Mais des faits, bien sûr, qui n'ont jamais été prouvés. Puis le plus impressionnant là-dedans, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui croient à ça, parce que je pense, entre autres, au 11 septembre, c'est-à-dire 2001, il y a sur YouTube des gens de théoriciens qui ont fait des vidéos, des documentaires d'à peu près 1 heure, 2 heures sur des théories du complot. Oui, tout y passe. Et le grand problème, on pourrait longuement débattre, mais dans le cas, par exemple, du 11 septembre, puis là, je sais qu'il y a plein de gens là qui doivent t'attendre sur la ligne pour dire les théories du complot, moi je suis convaincu que le 11 septembre, c'est un inside job, etc. Oui. Mais dans les faits, tu as tout à fait raison, parce qu'il y a toutes sortes de théories qui circulent, il y a des vidéos qui ont été faites, et immédiatement après le 11 septembre, oui, il y a des gens qui se sont réunis, qui sont les plus zélés, en fait, des théoriciens du complot, se sont réunis, et ils ont formé une sorte d'association qui se définissent eux-mêmes comme les truthers, les gens qui sont pour la vérité, des truthers. Et ces gens-là, bien sûr, multiplient les apparitions, les vidéos, les discours pour dire, voilà, le 11 septembre, c'est un complot organisé, ourdi par les autorités américaines. Le problème, ces gens-là ont été longuement dénoncés parce que on nous les présente souvent comme, tu vois le type qui apparaît à l'écran, puis là, on nous dit, c'est le docteur machin. Tu sais, aux États-Unis, là, le PhD, là, tu sais, ça veut dire médecin, docteur, une personne qui tient un doctorat. Fait que là, on nous montre ce type-là, on nous dit, voici le docteur machin, et là, le docteur machin s'exprime en disant, oui, vous savez, les tours auraient pas dû s'écrouler comme ça, parce que le béton répond à tel ou tel critère. Le problème, c'est que le type, là, le médecin, le docteur, le supposé expert qui nous raconte ça, n'est pas un expert en béton, n'est pas un expert en métallurgie, c'est un professeur ou un expert en histoire ou un expert en art ou un expert en autre chose, mais jamais dans le champ d'activité sur lequel il s'exprime. Donc, de toi à moi, que vaut l'opinion, par exemple, d'un diplômé en histoire
sur la métallurgie des tours du World Trade Center, est-ce que son opinion est plus valable qu'un agriculteur ou qu'un camionneur ou qu'un type qui travaille dans une épicerie? Absolument pas. C'est une opinion. Donc, on a dénoncé le fait que ces gens-là utilisaient à toutes les sauces des pseudo-experts qui s'expriment, bien sûr, dans des champs de compétences qui ne sont pas les leurs. Hey, après avoir parlé de théorie du complot, le système solaire, les planètes comme Mars et Vénus auraient pu abriter des civilisations avancées avant la Terre. Ouais, écoute, et ça, tu te dis, bon, ben, c'est une autre histoire, olé, sortie de l'imagination de toutes sortes de personnes zélées. Mais là, c'est pas le cas. C'est un type qui s'appelle Jason Wright, qui est un scientifique professionnel. Il est professeur d'astronomie et au département d'astrophysique de l'Université d'État de la Pennsylvanie. Il collabore notamment au Centre des exoplanètes et des mondes habitables là, qui sont liés à la NASA, donc qui font la recherche de ces fameuses planètes en dehors de notre système solaire. Et voilà qu'il vient de publier un très long article dans un périodique scientifique qui s'intitule, je suis en fait une traduction française, le titre en anglais c'est Prior Indigenous Technological Species, ça veut dire des technologies indigènes antérieures qui pourraient exister. C'est ça un peu le titre de son truc. Et voilà que là, il se lance dans une explication et il dit, voilà, le système solaire est très ancien et bien avant que la Terre ne soit habitable, des planètes comme Vénus ou Mars ont connu des environnements stables, longtemps, très longtemps, qui ont duré des millions, sinon des milliards d'années, et ces mondes et ces milieux-là habitables ont été antérieurs à l'apparition de la vie sur la Terre. Alors, il se pose la question, il dit, ces mondes-là ont été suffisamment stables longtemps pour que la vie ait pu y apparaître et même que des civilisations technologiquement développées aient pu exister sur ces planètes-là. Alors, il se pose la question, il dit donc, avant que la Terre ne soit peuplée des humains et qu'on développe notre technologie, est-ce que ces autres mondes-là, Mars ou Vénus en particulier, n'auraient pas pu abriter des mondes habités et que ces mondes habités, évidemment, aient disparu parce qu'on le sait, Vénus est devenu un monde où le jour, il fait à peu près 450 degrés centigrades. Quand il pleut de l'acide sulfurique. Donc, on comprend qu'on a un environnement qui est peu propice maintenant à la vie. Clairement pas un endroit où il fait bon vivre. Non, c'est pas la bonne. Quand il pleut de l'acide sulfurique, on peut dire que c'est pas une bonne journée pour les parapluies. et Mars, elle a perdu son atmosphère éventuellement. Il y a des millions d'années, Mars a perdu son atmosphère, ce qui en a fait aujourd'hui un désert tout à fait aride. Et ce scientifique-là dit peut-être faudrait, au lieu d'aller chercher des preuves de vie extraterrestre dans l'univers, peut-être faudrait-on regarder de manière plus prononcée des planètes comme Vénus ou Mars, voir s'il n'y a pas sur ces planètes-là des traces d'une ancienne civilisation. Il dit sur Vénus, on a très peu de chance à cause de l'environnement actuel de retrouver quoi que ce soit, quelques vestiges que ce soit, mais il est possible que sur Mars, on puisse être en mesure de trouver des vestiges très, très, très anciens, datant de millions, sinon de milliards d'années, qui pourraient témoigner de l'existence d'une civilisation technologique avancée sur Mars, et qui peut-être, cette civilisation-là aurait peut-être mis sa technologie à contribution pour pouvoir coloniser ou se rendre à tout le moins sur d'autres planètes de notre propre système solaire, peut-être même sur la Terre, à une époque où la vie n'était pas encore apparue. Donc, ça devient, c'est intéressant comme gymnastique, mais évidemment, il y a toute une opposition de la communauté scientifique qui se dit, oui, mais bon, jusqu'à maintenant, on n'a jamais trouvé la moindre évidence que des formes de vie se soient développées, à tout le moins de manière technologique, sur des planètes comme Vénus ou Mars. Et on le sait, au moment où on se parle, on a 2 petits robots qui sont sur Mars et qui nous transmettent au quotidien des images de la surface de Mars. Et jusqu'à maintenant, les seules choses qu'on n'a jamais vues sur Mars, c'est de la roche et du sable. Rien d'autre. Puis Christian, je te pose la question à l'inverse. Là, je sais pas si tu vas être en mesure de me donner les détails, mais est-ce que ça voudrait dire que quand la Terre ne sera plus habitable, si un jour elle devient un peu le même genre que Mars et Vénus, est-ce que ça voudrait dire qu'une autre planète pourrait devenir habitable? C'est-à-dire, les planètes, ce sont des mondes qui sont en évolution, en constante évolution. Donc, il n'est pas interdit de penser qu'à un moment donné, si la Terre devient, le Soleil perdrait de la chaleur et que la Terre deviendrait trop froide, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura un renversement de la situation sur Vénus et peut-être que Vénus retrouvera-t-elle un environnement qui sera propice à la vie. On le sait pas. C'est sûr que le système solaire et les planètes qu'il contient
sont des mondes qui sont en évolution et en fonction de cette évolution-là, et on parle bien sûr d'une évolution qui est excessivement lente, hein, ce qui s'écoule sur des milliards d'années. Il est possible que des mondes qui aujourd'hui nous seraient tout à fait invivables, dans quelques millions d'années, quelques milliards d'années, pourraient connaître des transformations dans leur biosphère qui permettraient à la vie d'y apparaître. Christian, un Italien qui amène la transplantation à un tout autre niveau? Oui. Comme tu le disais, à tout autre niveau, on est presque dans les pages du roman de Frankenstein. Oui. Et là, j'explique pour les auditeurs, en fait, depuis 2013, on a ce scientifique italien, c'est un neurochirurgien de Turin, en Italie, qui s'appelle Sergio Canevaro. Et ce type-là fait parler de lui depuis 2013 parce qu'il dit avoir développé des techniques en neurologie qui lui permettraient de transplanter une tête. On parle bien là d'une tête humaine sur un autre corps. Évidemment, ça semble invraisemblable et bien sûr, il y a toute une opposition du milieu scientifique par rapport à ça, parce que d'une part, la communauté scientifique continue de prétendre qu'une telle transplantation serait à peu près impossible, mais il y a également des problèmes d'éthique qui se posent. Mais c'est sûr que sur le plan du problème éthique, moi je me dis, somme toute, quelle est en fait l'éthique, le danger de l'éthique entre transplanter un foie, des poumons, un cœur et une tête? Tu comprends? Je veux dire, à un moment donné, si ton corps cesse de fonctionner, puis une autre personne, son corps fonctionne bien, mais pas sa tête, c'est sûr que ça paraît toujours étrange parce qu'on est un peu dans une sorte de roman de fiction, mais somme toute, entre transplanter un organe, que ce soit un cerveau, que ce soit une tête ou un bras ou une main, c'est transplanté. Mais c'est sûr que c'est sur le problème technique que présente ce défi-là. Et là, voilà que notre scientifique, jusqu'à maintenant, on disait que tout ça était une utopie, mais question de prouver qu'on n'est peut-être pas dans le domaine de l'utopie. Notre fameux scientifique, le Sergio Canevaro, a annoncé que d'ici la fin de 2017, il allait probablement procéder à une première opération du genre, une première transplantation, et ça devrait se faire en Chine, là où, bien sûr, les problèmes d'éthique sont vite balayés sous le tapis. Là. Donc, lui, il dit, avec un chercheur chinois qui s'appelle Qiaoping Ren, il soutient que d'ici la fin de 2017, il devrait procéder à une première transplantation. On connaît déjà qui serait le patient zéro, en fait. Il s'agit d'un homme de 62 ans, dénommé Monsieur Wang, qui est paralysé depuis qui est paralysé depuis 6 ans maintenant, mais dont la tête fonctionne bien, mais le corps est complètement paralysé. Et là, donc, c'est la tête de ce monsieur qu'on va tenter apparemment de transplanter sur un autre corps. Et là, est-ce que l'autre corps est vivant ou décédé? L'autre corps, il est maintenu en vie, c'est-à-dire que les fonctions cérébrales se sont arrêtées. Toute la mécanique fonctionne, mais le cerveau de ce donneur s'est arrêté. Donc, on va enlever la tête de ce donneur pour transplanter la tête de notre monsieur Wang sur ce corps. Donc, évidemment, tout ça paraît un peu étrange. Là, on nous dit que on va priver l'organisme de sang, tout ça, la moelle épinière sera gelée, on va transposer la tête avant de ramener tout ça. Le scientifique fait déjà remarquer que des expériences dans le même genre ont été menées sur des souris et avec un résultat somme toute assez intéressant, mais qui est loin quand même de la complexité que représenterait une transplantation d'une tête ou d'un cerveau humain sur un autre corps. En tout cas, bref, ça fait l'objet de tout un débat dans le domaine de la science. On est bien sûr à se croiser les doigts, d'une part, parce qu'on ne souhaite pas trop que le docteur Canevaro s'adonne à cette expérience, mais en même temps, on se questionne sur la faisabilité d'une telle intervention chirurgicale. Alors, on reste les doigts croisés. On se dit que peut-être on est à l'aube d'une transformation incroyable dans le domaine des transplantations. Parce que déjà, on sait qu'il y a plein de gens qui songent, plein de gens, entendons-nous, ils sont quelques centaines, des gens qui ont songé à se faire cryogéniser, donc on a placé leur corps en une sorte d'état d'hibernation, soit leur corps ou leur cerveau, parce que tu as la possibilité de faire ou geler ton corps ou geler ton cerveau. Ça coûte moins cher ton cerveau que tout ton corps au complet. Et évidemment, ces gens-là, avec l'espoir
absolue que dans un avenir plus ou moins rapproché, on pourra replanter leur cerveau dans un autre corps. Alors là, peut-être que ce que propose ce scientifique italien, c'est peut-être la première étape de cette possibilité presque, j'allais dire, d'une résurrection, mais disons c'est presque une résurrection, celle de se voir parce que en fait, nous sommes ce que notre cerveau nous dit que nous sommes. C'est l'organe le plus important. C'est la conscience, notre conscience et notre cerveau ne font qu'un, à tout le moins sur le plan scientifique. Advenant le cas où ça voit le jour, admettons, si ça fonctionne, c'est sûr et certain que ça sera pas très abordable, hein? Non, j'imagine que c'est une opération, dans un premier temps, qui sera bien sûr excessivement complexe, qui présentera des risques énormes, et les gens qui voudront avoir recours à cette transplantation, évidemment, j'ai bien l'impression que ça va être une intervention qui sera réservée qu'à une sorte d'élite économique pour pouvoir s'offrir une telle intervention. Le X-37B est de retour sur Terre. C'est quoi le X-37B? Ouais. Quel beau nom romantique. Hein? Oui, c'est sensuel. Le X-37B, écoute, c'est un vaisseau. Peu de gens connaissent son existence. Hein? C'est un vaisseau qui appartient à l'armée de l'air américaine. C'est imagine-toi, à peu près, c'est la grosseur d'un petit avion. C'est un vaisseau qui a la forme, dont les lignes aérodynamiques font penser un peu à la navette spatiale. Le vaisseau fait 9 mètres de long sur je pense que c'est 4,50 mètres de large. Donc, la grosseur d'un petit avion à peu près. Ce vaisseau-là, crois-le ou non, depuis 2 ans, il était en orbite autour de la Terre. Hein? 2 ans. Donc, il n'y a pas de pilote à bord. Hein? C'est un appareil téléguidé, une espèce de drone, un avion qui fonctionne à l'énergie solaire. Donc, il a été lancé il y a un peu plus de 2 ans. En fait, il y a 718 jours. Il a été mis en orbite autour de la Terre. Il a gravité, donc, pendant tout ce temps. Et là, il vient de rentrer le 7 mai dernier. Il est rentré aux États-Unis, s'est posé. Et puis, mais évidemment, un vaisseau qui est demeuré 2 ans dans l'espace pour faire quoi? Alors, tu comprendras que l'US Air Force s'est montrée excessivement discrète sur la mission de ce vaisseau, et on se demande ce que les autorités militaires ont l'intention de faire avec des versions améliorées, parce que c'est sûr que le vaisseau était un premier test, donc on va développer des vaisseaux améliorés, mais pourquoi faire? Alors là, on revient un peu à nos théories du complot. Donc, dans un premier temps, il y a des gens qui disent « l'armée américaine est en train de développer l'arme absolue d'espionnage. » Donc, ce vaisseau pourra se mettre en orbite, changer son altitude une fois en orbite, se placer au-dessus de n'importe quel pays et documenter ce qui se passe au sol avec des caméras excessivement sophistiquées. On pourra faire toutes sortes de lectures et un peu comme ça espionner le reste du monde. D'autres se disent, oui, mais peut-être que le vaisseau aussi va servir comme une arme offensive. Donc, à partir de l'espace, on pourrait darder au sol des sortes de rayons de la mort pour ainsi s'en prendre à nos ennemis. Bon, espérons que Donald Trump ne sera plus au pouvoir à ce moment-là. Oui, c'est ça, rendu là, hein, j'espère que ce ne sera pas le cas. Et puis, évidemment, il y a l'extrême des gens qui disent « depuis des années, on le sait, il y a des extraterrestres qui gravitent autour de la Terre. Il suffit simplement de regarder les transmissions, par exemple, de la NASA depuis la station orbitale, l'ISS, la Station internationale spatiale. À quelques reprises, les théoriciens du complot, les amateurs d'OVNI, disent avoir vu sur ces images, parce qu'il faut savoir, les auditeurs doivent savoir, que vous pouvez vous brancher 24 heures sur 24 sur les caméras de la Station orbitale internationale. Donc, vous tapez sur votre ordinateur dans Google, dans votre moteur de recherche, quel qu'il soit, ISS, International Space Station, et vous allez avoir un lien qui va vous amener à la station. Et généralement, la station nous montre, il y a une transmission 24 heures sur 24. Là. Et là, si on est à l'intérieur de la station, parce que les astronautes, ils font des expériences, vous allez assister, comme si vous y étiez à l'intérieur, vous allez voir les expériences que mènent les astronautes. Et lorsqu'il n'y a pas d'activité, disons, scientifique à bord de la station, vous êtes relayé aux caméras extérieures qui nous filment l'espace. Donc, vous avez des vues sur la Terre qui sont tout à fait magnifiques, des levées de soleil qui sont spectaculaires. Mais à travers ces images, crois-le ou non, il y a des gens, des théoriciens du complot qui croient aux extraterrestres, aux visites extraterrestres, qui regardent ces images-là, qui enregistrent au quotidien les transmissions de la station et qui regardent pratiquement image par image. Et de temps en temps, au loin, dans l'espace,
on voit apparaître une petite lumière clignotante. Alors là, ces gens-là se disent, voilà, c'est la preuve qu'il y a des ovnis qui gravitent autour de la Terre. La lumière fait en sorte que les gens pensent qu'il y a des extraterrestres. Une petite lumière qui clignote au loin dans l'espace. On dit, vous voyez cette petite lumière qui clignote, ce petit objet au loin, indéfini, flou un peu, parce que tu sais que dans le domaine du paranormal, c'est l'univers parfait des photos floues. Hein. C'est là qu'on a le plus de photos floues. Donc on regarde, puis on voit une petite lumière au loin, puis on dit, c'est peut-être un ovni, c'est peut-être des extraterrestres. Ces gens-là, c'est assez étonnant parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a actuellement en orbite autour de la Terre 500 000 objets qui gravitent. Et là, on parle de satellites, des boulons, on parle d'un astronaute échappé. Donc, on a 500 000 objets, des objets qui sont efficaces, comme des satellites qui continuent de transmettre de l'information, mais aussi des débris. Hein. La Terre, l'espace autour de la Terre est devenu une véritable poubelle. Et ça commence à poser un problème. La NASA songe de plus en plus à développer des systèmes pour pouvoir nettoyer cet espace, parce que ça pose, quand on entend parler des lancements de fusées, on nous parle souvent de fenêtre, hein, la fenêtre de lancement. Oui. Mais la fenêtre de lancement, c'est la trajectoire que va utiliser le vaisseau pour se rendre dans l'espace sans frapper de débris. Hein? Parce qu'évidemment, tu comprends qu'un vaisseau qui vole à plusieurs centaines, à plusieurs milliers de kilomètres à l'heure, frapper ne serait-ce qu'un boulon, le danger que ça peut représenter pour le vaisseau. Donc, ces fenêtres-là deviennent de plus en plus difficiles parce qu'il y a tellement de débris qui gravitent dans l'espace que c'est devenu problématique. Alors, tu comprendras que moi, ça m'amuse toujours de voir ces gens qui regardent les images transmises par la station orbitale et dès qu'ils voient un petit point qui clignote au loin, ils nous disent « Ah, c'est un ovni, ce sont des extraterrestres ». Peut-être, mais j'aurais tendance à favoriser l'un de ces 500 000 objets qui gravitent autour de la Terre quand même. Bizarrement, j'aurais tendance à te faire confiance aussi. Ouais, j'aurais tendance à favoriser ça. Quoi qu'il en soit, donc, il y a des gens, ces théoriciens du complot, qui croient que la Terre est continuellement sous surveillance extraterrestre, croient que ce fameux vaisseau que les Américains ont envoyé, que l'armée de l'air a envoyé, le fameux X-37B, a servi à documenter cette présence extraterrestre autour de la Terre, et que là, elle revient, donc, ce vaisseau revient après 2 ans en orbite pour transmettre ces informations à l'US Air Force, pour nous préparer à une éventuelle invasion extraterrestre. Hey, Christian Page, merci beaucoup. On invite les gens à ta conférence à Québec le 27 mai prochain. Oui, absolument. Puis pour plus d'informations, le christianpage.ca, toute l'information est là. Good. Fait qu'on se parle la semaine prochaine. Oui, c'est beau. Bye Merci, bye. bonne soirée à vous autres. Vous êtes toujours dans Marceau le soir. Au retour de la pause, on fait un peu de nouvelles. Pour l'instant, 8h44.